Salut à toi, viewer égaré en plein milieu de la nuit sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo fantôme. Ce soir on parle de SF et de space opéra, mais pas en spécialiste, mais en nostalgique, pour se rappeler du bon temps de notre enfance, qui est mort et je m'en fous, et te dire que les méchants c'est pas nous. Oui mesdames, messieurs, égarés sur ma chaîne, à cette heure où personne n'écoute, on va parler de space opéra kitsch et improbable, qui a enjoué nos heures d'adolescents, et pour cela, je diviserai cette émission en deux parties, puisque je parlerai d'une BD incroyable, qui m'invita au voyage et à l'imaginaire, et forcément du contexte qui entourait cette invitation au rêve du voyage galactique dans une galaxie lointaine, très lointaine. Aujourd'hui ringarde et surannée, à l'aune d'une époque blasée, qui a tout lu et tout entendu, la BD de science-fiction que je m'apprête à analyser dans cette vidéo gagne à être redécouverte pour ce qu'elle est. Un miroir déformant d'un imaginaire prometteur de la fin des années 70, début 80, porteur d'une créativité qu'on ne retrouve plus guère aujourd'hui, mais surtout une fantastique machine à fabriquer de la nostalgie. On dit souvent que la nostalgie vient quand le présent n'est pas à la hauteur des promesses du passé, et l'œuvre que je m'apprête à vous présenter résume parfaitement ce dicton. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et je vais surtout m'adresser à la génération X et éventuellement aux boomers, car les autres, vous risquez de ne pas comprendre grand-chose de mon speech nostalgique parlant de choses très vintage. J'ai relu dernièrement avec émotion ma collection de Storm, BD extraordinaire, moitié SF, moitié heroic fantasy des années 80. Le scénario est excellent et servi par un dessin très puissant qui ne laisse pas indifférent. En vérité, je vous le dis, peu d'œuvres ont aussi bien questionné cet imaginaire de science-fiction que la saga Storm. En compagnie de sa compagne Raider, le tempétueux astronaute Storm vit des aventures incroyables dans un univers galactique où les changements de décor et le dépaysement qui en résultent sont permanents, passant des déserts arides aux végétations luxuriantes d'un monde qui ne cesse de dérouler ses espaces visiblement illimités. Cet ouvrage peuplé de créatures bizarres, de savants fous et autres technologies futuristes est une véritable source de créativité et assure un excellent moment de lecture. J'ai découvert les deux premiers albums dans les années 80 quand mon oncle me les a offerts pour un anniversaire. J'ai tout de suite été fasciné par les dessins hyper réalistes et par leurs touches futuristes à l'époque qui ont été pour moi une invitation au voyage dans l'imaginaire des mondes intergalactiques. Mais une œuvre aussi formidable soit-elle ne suffit pas à expliquer l'engouement du gosse que j'étais pour les mondes fantastiques perdus aux confins de la galaxie, du temps et de l'espace, et bien évidemment de l'imaginaire. Car tu Dieu, pourquoi est-ce que j'ai aimé cet univers, alors qu'aujourd'hui, il semble tellement suranné et faisant partie de ce que j'appelle avec affection la science-fiction kitsch et nanardesque? Eh bien justement, j'ai aimé ça, car j'étais plongé dans un imaginaire façonné par un contexte particulier de ce début des années 80, plein de créativité, distillé habilement par les différents produits culturels de l'époque. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce fameux contexte de la fin des années 70, début 80, à travers le prisme de ma propre expérience de la SF et du space opéra, car sans contexte, on ne peut comprendre la magie de cette BD. Le début des années 80. C'était une époque où tout était possible dans mon imaginaire de gosse rêveur. Côté dessin animé, on avait déjà une invitation au voyage galactique avec Goldorak, mais surtout avec Albator, Cobra et Capitaine Flamme. Parfois glauques, les aventures de nos personnages de dessins animés nous faisaient voyager bien au-delà des limites de notre imagination. Sur nos écrans cathodiques, le sombre et froid vide spatial s'animait de bruit, de chaleur et de lumière fantastique. La vie et la mort s'affrontaient dans un éternel combat au milieu des étoiles. Bien entendu, quelques jouets venaient enrichir cet imaginaire, et là, je ne parle pas du scandaleux merchandising de Lucas, bien qu'il finit par envahir mon espace personnel, mais en vérité, je voudrais ici vous rappeler au bon souvenir de quelques merveilleuses créations électroniques qui marquèrent leur temps et illumina de joie le gamin de prolo que j'étais quand à Noël, j'ai pu recevoir ce magnifique Starbird aux effets spéciaux envoûtants. C'est vraiment super. Côté cinéma, ce n'était pas autant la panacée que cela. La seconde moitié des années 70 n'a que trop peu brillé d'optimisme dans le cinéma américain, entre un premier choc pétrolier et le retour glorieux des soldats de la guerre du Vietnam, sans parler de la prise de conscience écologique.
Les films et les séries télévisées s'orientaient plus vers le catastrophisme, avec un avenir pessimiste, comme dans l'aventure du Poséidon, la Tour Infernale ou le syndrome chinois. Alors certes, en 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick adapta avec brio l'histoire d'Arthur C. Clarke et frappa fort les esprits, mais pour moi, à l'époque, cette SF était trop intello et psychologique pour que je l'apprécie. Non, ce que je recherchais, c'était le space opéra et les simples joies de quelques rares séries B qui apparaissaient ici et là sur les écrans de la télé familiale certains soirs de chance. Ainsi, j'ai pu voir à la télévision le kitschissime Buck Rogers, mais aussi la perturbante Planète des singes avec son final anxiogène. Grâce à Temps X des frères Bogdanov et l'émission de certains lundis soirs appelée L'avenir du futur, entre 1975 et 1987, j'ai pu découvrir Soleil Vert, réalisé en 1973, et même le perturbant Westworld de Michael Crichton avec Yul Brynner. Ce dernier film m'avait d'ailleurs vraiment mis mal à l'aise. Soudainement, à la fin des années 70, les films de science-fiction commencent à être à la mode, et c'est probablement lié au fait sans doute que l'homme a enfin marché sur la Lune en juillet 69. Mon père commença à m'emmener au cinéma, et l'une de mes toutes premières expérience avec la SF fut le trou noir, mais il est indéniable que mes propres imaginaires voyages galactiques ont été rendus possibles grâce à la Guerre des Étoiles, car à l'époque, ça s'appelait comme ça, et pas encore Star Wars, film qui battit tous les records lors de sa sortie en 1977, et qui fit de la science-fiction l'un des genres les plus rentables, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais plus que tout, pour mon expérience personnelle, j'ai eu la chance, bien avant le trou noir, d'avoir, pour toute première expérience cinématographique, et cela à une semaine d'intervalle, l'immense chance de découvrir le cinéma avec La Guerre des Étoiles et l'Empire contre-attaque. Quelle claque! Vous imaginez le choc que ce fut pour le gamin que j'étais. Mon père ne pouvait pas m'offrir plus grand cadeau que de me faire débuter l'expérience cinématographique avec ces deux films grandioses. Des combats de vaisseaux spatiaux dans l'espace, avec des bruits d'explosion dans le vide intersidéral, des batailles au sabre laser, et puis comment ne pas être fasciné par l'armure inquiétante de Dark Vador, le plus grand méchant de tous les temps à mes yeux. Vous comprenez pourquoi, pour moi, Star Wars est l'unique religion. Outre le merchandising classique avec les figurines, j'ai pu avoir les bouquins des films de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi, et je les dévorais quotidiennement en collant mes vignettes Panini échangées dans la cour d'école sur l'album dédié à l'Empire contre-attaque que j'essayais de constituer à cette même époque, faisant quelques détours par la revue Titan chez Lug qui savait entretenir le mythe avec intelligence. Et tout concourt à poser les bases d'un imaginaire grandiose quand on regarde les made paintings de l'époque. Fascinante et troublante, on ne peut qu'éprouver un sentiment de plaisir devant la folie créatrice de tous ces artistes qui étaient loin de manquer d'imagination pour créer des univers incroyablement attirants. Des vaisseaux spatiaux stylés, des extraterrestres impressionnants, tout était réuni pour faire voyager dans l'imaginaire galactique. Jusqu'aux affiches de cinéma qui parfois allaient bien plus loin dans le délire que l'œuvre de base. Beaucoup trop loin pour certaines. Et malgré certains flops au cinéma comme Dune de Lynch ou Flash Gordon, cette invitation au voyage ne cessait de grandir et de repousser toujours plus l'imaginaire de ces gosses jamais rassasiés. C'est aussi l'époque de Battlestar Galactica, avec ses terribles silons, mais aussi l'invraisemblable Cosmos 1999, ou bien évidemment Star Trek, avec ses pyjamas et autres communicateurs, tricordeurs médicaux et téléporteurs insensés. Et c'est vrai que tout cet univers de SF populaire proposait les inventions les plus folles. Des jets dorsaux de Boba Fett aux tirs de blaster de Han Solo, sans oublier les hologrammes de la princesse Leia. Et puis les batailles galactiques étaient tout bonnement époustouflantes avec ces explosions bruyantes dans le vide de l'espace, ces hurlements de chasseurs de l'Empire, sans oublier les vaisseaux spatiaux protégés par des boucliers d'énergie ou dotés de rayons tracteurs pour capturer les récalcitrants. C'est aussi le doux rêve de l'antigravité à la base de la propulsion des vaisseaux spatiaux lorsqu'ils sont à basse altitude ou qu'ils souhaitent atterrir. C'était une époque où nous nous contentions d'imaginaires paysagers simples et assez réducteurs, tant et si bien que le climat et le paysage étaient partout le même sur toute la planète visitée, comme par exemple sur la désertique Tatooine ou tout comme à Arrakis dans Dune. Mais bon, on ne faisait pas la fine bouche à l'époque. On était content de voir ces planètes lointaines dans des galaxies très lointaines elles aussi. Côté Alien, c'était aussi du grand n'importe quoi. La cantina de Star Wars est un bel exemple de n'importe nawak plus inquiétant que fascinant pour un gosse de l'époque. Les extraterrestres avaient souvent une seule culture, une seule langue, à commencer par tous les Klingons dans Star Trek, sans parler de tous ces aliens qui n'avaient qu'une seule tenue ou armure, voire un seul métier, à l'image des Predators, qui visiblement étaient tous des chasseurs, sans exception, mais à l'époque, on ne se demandait pas qui avait créé leur technologie avant.
avancée, et s'il n'y avait pas de scientifiques chez eux. On s'en foutait tellement. Côté géopolitique, il n'y avait pas de pays chez les aliens, pas de dirigeants différents, ni de système politique complexe, et pas trop de conflits interplanétaires. Je parle bien pour la SF de cette époque, mais c'est vrai qu'on s'en foutait aussi. Petite subtilité, dans les années 80, on a commencé à voir apparaître à la place des empires, pour dominer la galaxie, les premières corporations puissantes ou grandes entreprises privées qui dirigeaient un espace donné, s'appropriant la prérogative qui ne devrait pourtant n'appartenir qu'à l'État, comme l'armée, la police, la législation, l'éducation ou les prisons. Mais la génération X était trop jeune pour y voir une critique du néolibéralisme et des dérégulations massives qui eurent lieu depuis les années 80 dans les pays occidentaux. L'exemple le plus célèbre de ce cliché est Robocop, où l'entreprise Omni Consumer Products s'est vu confier le contrôle de la police de Détroit par le maire qui l'a privatisé, ou encore Weyland-Yutani dans la franchise Alien. Et puis en plus, des extraterrestres commencèrent à apparaître les cyborgs mi-humains, mi-machines, comme Cobra, ou les Cybermen de Doctor Who, sans oublier les Borg de Star Trek, en passant par quelques intermédiaires, dont Robocop. Entre les androïdes et autres intelligences artificielles, on découvrait souvent que le compagnon d'aventure des héros était un robot, ou plus rarement un clone, sans parler des fameux réplicants de Blade Runner. Ce n'est pas à cette époque que j'ai pu lire les romans de Philip K. Dick, Philippe, je sais où tu te caches! ou d'Asimov, et encore moins la saga de Dune d'Herbert, mais beaucoup plus tard, aussi je m'abstiendrai, et je n'en parlerai pas dans cette partie. Côté bouquins et revues, à cette époque on pouvait lire des livres spécialisés, qui eux aussi poursuivaient ce voyage incroyable dans l'imaginaire. Moi j'avais lu Les Monstres de l'espace, qui était une bonne synthèse de tout ce qui existait dans la SF de l'époque, et on peut dire que ces bouquins ont fait voyager mon esprit très loin de la Terre. J'étais encore trop jeune pour lire Air comprimé, mais ces revues participaient également au phénomène. J'ai même eu la chance de vivre mes propres aventures galactiques grâce au livre dont vous êtes le héros, qui m'offrait une grande évasion en rentrant de l'école. La couverture de la Galaxie Tragique m'a toujours fait imaginer d'improbables scénarios entre robots tueurs et voyageurs de l'espace. Voilà pourquoi, avec une telle créativité artistique, je n'ai pu qu'être captivé par la bande dessinée Storm. Storm est une série des années 80 injustement méconnue pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle n'est pas facile à trouver, car l'éditeur Glénat ne l'a édité qu'une seule fois, ce qui rend laborieux la procuration de ce petit bijou. Alors, on ne va pas se mentir, Storm a été rendu célèbre par les dessins incroyables de Don Laurence, et regardez-moi, rien que la couverture, c'est plus beau que le sexe. Comme je le disais, pour une raison aussi étrange que pénétrante, Glénat s'est arrêté de publier la série au tome 14, alors que la série a continué en Angleterre. Je crois savoir qu'en France, vous pouviez également lire ces histoires dans le magazine Circus, comme le Martin du même nom pour ceux qui ont la ref. Je disais donc il y a quelques instants que Glénat n'a pas réédité ces tomes, et même pas en intégrale, ce qui explique leur rareté et leur prix. Storm, c'est un mélange de science-fiction et d'heroic fantasy, d'ailleurs tu y trouves un peu de Flash Gordon, surtout avec les différents peuples rencontrés par Storm. C'est le héros de l'histoire, un astronaute envoyé en expédition sur Jupiter dans la Tache Rouge. Ça se passe mal, mais quand il échappe à la tempête de la Tache Rouge, il revient au bout d'un an sur Terre pour découvrir que des milliers d'années se sont écoulées et que la civilisation terrienne a régressé vers la barbarie. Storm traverse des décors apocalyptiques avec des mutants ou créatures étranges, des savants fous, des tyrans cruels, et avec Raider, une rousse farouche, ils sont à peu près les seuls humains normaux de cet univers, mélange de technologie pointue et d'armes archaïques. Je le disais tout à l'heure, le succès de cette série ne vient pas de son inventeur, Vince Vernam, mais il avait pourtant lancé le projet en 1976 avec un personnage appelé Commander Grek, qui finalement donnera naissance à la série Storm dans l'hebdomadaire hollandais Epo. Mais en fait, son succès vient du dessinateur britannique Don Laurence, avec un dessin hyper réaliste au rendu quasi photographique. La couleur joue d'ailleurs un grand rôle dans la magie de l'image, et ça sans palette graphique, contrairement à aujourd'hui où tout le monde utilise l'ordinateur. Je vous conseille donc ce premier tome, Le Monde des Profondeurs, pour vous faire une idée, car il est une bonne entrée en matière avec un style fluide et sans temps mort, et la mise en place est rapide en quelques pages. De toute façon, les images sont magnifiques, et en tant que gosse de l'époque, j'avais été totalement subjugué. Voilà mes petits piou-piou, cette Geek Room est maintenant terminée. J'espère que mon monologue disgracieux aura réveillé en vous de vieux souvenirs lointains et oubliés. C'était en tout cas le but de cette émission. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos propres souvenirs en me parlant de ce qui vous avait fait vibrer à l'époque, et c'est avec plaisir que je lirai vos proses émotionnées. Merci d'avoir suivi cette Geek Room, laisse pause blow pour améliorer le sort des chatons kawaii en Sibérie du Danemark. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne nuit. Rêvez mes chatons à d'énormes femmes. C'était Bob Zombie pour vous servir, salut les geeks, et n'oubliez pas, le pire est encore à venir.